Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, que ce soit des mangas, des BD ou des comics. Alors aujourd'hui ce sera uniquement des mangas et comme d'habitude je vais spoiler un petit peu les titres dont je vais parler. Donc si vous voulez pas être spoilé sur un titre en particulier, en description il y a la liste de tous les titres et à quel moment j'en parle. Voilà. Et on commence avec le tome 31 de Kingdom, on est toujours dans l'arc de la coalition. Ça commence à faire un peu long quand même, j'avoue que... Alors quand je disais les scans, j'avais enchaîné tout l'arc d'un coup et je me rendais pas trop compte. Mais là, à lire un tome tous les 15 jours, j'avoue que je me dis, waouh, ça fait 5-6 tomes et j'ai... Alors là, je trouve qu'on est un peu dans le creux de la vague, là, j'avoue que... Le gros build-up, c'était vraiment la prise du mur, et là maintenant, ils ont passé le mur un petit peu, il faut les empêcher. J'avoue que c'est... Là, c'est un peu le creux de la vague de cet arc que je trouve un peu moins bien, quand même, faut le dire, faut l'avouer. Bon, j'avoue que l'arrivée de Heisei qui vient aider les derniers hommes, je dis ouais, je suis le dernier rempart, je suis le dernier général, je vais tous vous aider, et tout le monde dit ah, c'est le roi, on va l'aider. Je trouve ça épique. Franchement, le moment où tous les soldats sont en train de dire putain, c'est le roi, il est venu avec nous, il est venu sur le terrain pour défoncer la coalition, et ça, tu sens ça les galvanise, franchement, ça c'était épique. Vraiment, c'est voir tous les larbins, les gueux, on va dire ça comme ça, qui sont galvanisés par l'arrivée de leur roi, et pour eux, c'est un dieu vivant qui vient, parce que voilà, ils pensaient jamais voir de leur vivant leur roi, qui les dirige. Franchement, c'était hyper épique. Alors, par contre, j'avoue que je suis un petit peu... circonspect, on va dire un petit peu surpris, c'est le passage où t'as l'une des générales, on va dire une des lieutenants de Riboku qui attrape comment ça s'appelle, Karyoten, et à moi après la pousse qui tombe et ces hommes la rattrapent. Je dis non, là elle est morte là, hein. Je veux bien que ces hommes l'aient rattrapée, mais elle est tombée de 20 mètres, elle a les os fracturés normalement, on peut pas se relever et revenir se battre le lendemain matin. J'y crois pas du tout, là j'avoue que j'étais un petit peu moins. Qu'est-ce que tu nous racontes, l'auteur? Mais sinon ça reste un tome très sympa. J'espère qu'on va pas trop s'enliser sur on va dire, les dernières minutes de l'affrontement, dans le genre, là ça a l'air d'aller sur une guerre d'usure, si je me dis pas de conneries, si je me souviens de ce que j'ai lu il y a très longtemps. Si ça dure encore 3-4 tomes, là j'ai l'impression que c'est juste pour durer, parce que on sait même pas ce qui se passe avec le reste de la coalition. Là on a totalement quitté la coalition, donc les 5 grandes armées plus tous les généraux, pour rester sur Riboku, Heisei et Shin. Voilà, je suis un petit peu... comme ça, voilà. Mais à voir la suite. De toute façon, je sais que l'arc qu'il va avoir juste après, il va être épique. Donc j'ai hâte de voir la suite surtout. Drifters, tome 6. Alors, avant de commencer à parler du 6ème tome de ce titre, franchement que j'aime beaucoup, et c'est un manga que j'aime énormément. Kota Hirano, l'auteur de Hellsing, franchement... Alors, il atteint pas encore Hellsing en termes d'intrigue, en termes d'histoire, tout ça, mais ça reste super intéressant, Drifters. Par contre, petit coup de gueule. Voilà, alors pas sur le fait que l'auteur sort un tome tous les 2 ans, ça, je m'y suis fait, voilà, très clairement. Non, le petit coup de gueule que je vais faire, c'est au niveau de Delcourt Tonkam. Vous voyez cette tranche? Alors, je vais vous la montrer plus près. Vous voyez, elle est comme ça. Je sais pas, avec la caméra, ça va être sûr de vous allez pas bien voir. Et vous voyez, ça, c'est la tranche du tome 5. Alors, vous remarquez un truc, c'est que là, on a un personnage qui est ici, et que là, on a un personnage qui est ici. Ça fait chier. Mais attendez. Ça... Non, c'était la couverture du tome 4. Ça, c'est le tome 5. Alors, attendez, je vais vous montrer, ça va peut-être être plus parlant comme ça. Donc, voyez. Là, on a le tome 4. Donc, personnage en bas, tome 5, personnage en bas. En haut, ancien logo de Tom Cam. Ici, nouveau logo. Ici, nouveau logo. Personnage en haut. Voilà. T'as 3 tomes, t'as 3 tranches différentes. Alors, je suis pas du genre à être un petit peu pointilleux sur le fait qu'une frise doit se suivre, mais là, avoir 5 tomes avec 5 tranches différentes pour la même série, j'avoue que je suis un petit peu... Voilà, moyen. Alors, autant qu'ils aient changé le logo, ça me dérangeait pas plus que ça, parce que voilà, fallait quand même avoir une harmonie, mais même le logo, il a changé en fait, si vous regardez bien. Attendez, je vais essayer de... La caméra, règle-toi un petit peu. Regardez, les 3 logos, ils sont différents. Même ça, c'est foiré. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à foirer la tranche 3 fois. Enfin, qu'il n'y ait pas de cohérence. C'est horrible. Quand tu suis une série, que tu vois ça, tu es en train de voir tes tomes, enfin, franchement, ça fait chier. Alors, avec Jojo, ils l'ont fait un petit peu, parce qu'il y a la partie 5 et 6 qui est blanche, mais... Voilà, c'était des choix d'époque pour que ça soit cohérent avec leur ligne éditoriale et de tous leurs tomes. Mais là, j'avoue que putain...
t'as 3 tomes, 3 tranches différentes, et c'est horrible. Je vais prendre le pari pour le tome 7. Est-ce qu'il va être en bas, en haut, au milieu, je ne sais pas. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur Drifters. Maintenant, on va parler du tome. Bah... C'est toujours donc la lutte des classes, enfin le lutte des combats entre les drifters et les parias, avec Jésus-Christ qui en fout, qui envoie son armée. Franchement, c'est toujours aussi bien. Drifters, je vous conseille. Mais j'avoue que là, j'ai pas envie d'en parler en bien, parce que franchement, je voulais vraiment parler de ce coup de gueule, de cette tranche, qui m'a... je comprends pas qu'on puisse faire ça en 2019. Voilà, c'est un truc que les éditeurs avaient à faire ça encore en 2019. Je comprends pas. Il y a des éditeurs qui changent leur logo, mais en fait, tout doucement mais sûrement, les titres, quand ils les réimpriment, les jaquettes pour que ça soit les nouveaux logos. Comme Ki-Hoon, qui a tout doucement réimprimé les anciens tomes de leur série qui avait le premier logo. Mais ils n'ont pas arrêté en plein tome en disant bah non, maintenant on fait ça. Sauf des séries très longues, forcément ils ne pouvaient pas se permettre de garder le logo pendant des séries qui sont encore en cours aujourd'hui. Je pense par exemple à Witch Hunter, mais ils n'ont pas fait ça aussi brutalement. Et en plus, ils n'ont pas changé la cohérence des tranches en plein milieu d'une série. C'est n'importe quoi, ça je ne comprends pas. Bon, calmons-nous et parlons du manga God Tier de la décennie, l'Attaque des Titans. Alors, je vais essayer de pas trop monter la couverture pour ceux qui regardent que l'animé. Ça pourrait vous spoiler, même si je trouve que c'est pas le tome qui spoil le plus par rapport à ce qu'on voit. Parce que même moi, quand j'ai vu la couverture, j'ai pas tout forcément compris à ce que je voyais. Et c'est que quand j'ai lu le tome que je dis « Ah d'accord, c'est tel et tel personnage. » C'est la choucroute. Alors, franchement, ceux qui regardent que l'animé, je vous envie parce que vous allez découvrir des éléments dans ce tome-là de manière épique. Parce que rien que ce qui se passe dans ce tome, je vois des passages, je me dis waouh, ça pourrait être. En fait, j'imagine le passage en animé, j'imagine la musique, j'imagine ce genre de musique avec une mise en scène de ouf et je me dis waouh, ça va dépoter grave sa race. Notamment le passage avec les parachutes. Voilà, j'en ai pas plus, il y a un passage avec des parachutes. Voilà, franchement. Ça, en animé, je pense qu'on va tous avoir des frissons parce que il y a juste deux cases où les personnages se regardent et je me dis waouh, en animé, ça va être épique. C'est tout. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui regardent que l'animé, mais l'Attaque des Titans, une tuerie. Tokyo Revenger tome 5, donc après un tome 4 qui était juste hallucinant. Franchement, finir le tome 4 sur la mort de l'héroïne, je le dis, je peux le dire, c'était le tome précédent, j'étais choqué et je me dis, bon on sait que le héros Takemichi va retourner une nouvelle fois dans le passé pour essayer de modifier le futur, mais je me pose des questions, je me dis, techniquement quand tu pars, tu reviens 10 ans en arrière par rapport au jour où t'es parti. Donc tu pars le 13 janvier 2010, j'ai une connerie, il revient 10 ans en arrière, mais le 13 janvier 2000. Voilà, 10 ans en arrière, ou alors peut-être un peu plus, je crois que c'est 10 ans, non, c'est 10 ans dans le manga, mais il part en 2017 et il arrive en 2007. Et je me dis, ouais, mais ça veut dire que quand tu vas revenir, ça sera quelques jours plus tard, donc tu vas arriver quelques jours plus tard. Est-ce que les événements passés vont être rétro-reconduits? On ne sait pas. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il se pose même pas la question. Ça, je me suis dit, mais attends, elle est morte hier, mais tu vas revenir 10 ans en passé, donc il s'est passé en plus une journée ou deux depuis que t'es parti, donc peut-être que ton toi du passé a en fait encore plus des conneries, je ne sais pas ça. Et en plus, parce qu'en plus tu es censé avoir quitté le Tokyo Manjikai, donc pourquoi, on ne sait pas. Et en plus, quand tu vas revenir, tu vas peut-être rester 2 semaines et revenir 2 semaines plus tard, peut-être que tout ce qui s'est passé avant est toujours d'actualité. Mais bon, peut-être qu'il va encore essayer de modifier le passé, parce qu'en vrai, tout ce qu'il veut, c'est que le Tokyo Manjikai cesse ses activités néfastes. J'ai beaucoup aimé aussi son passage en prison, où il va trouver Draken, qui est en prison, et on sait pourquoi. Et il lui dit lui-même, c'est celui-là, c'est lui le connard qu'il faut tuer. Donc là, maintenant, on a le grand méchant de la série, qu'il faudra absolument arrêter. La série, en plus, commence à partir dans une nouvelle guerre des gangs contre le gang Valhalla, qui a l'air d'être, lui, bien vénère. Autant Mobius, ça avait l'air d'aller, entre guillemets, autant Valhalla, ils ont pas l'air sympa. Eux, ils veulent casser du Toman, c'est sûr et certain. Et la série finit sur un flashback, j'ai l'impression qu'on va nous montrer les origines des Tokyo Manjikai et, une première dissolution du groupe, parce que on nous dit qu'il y a eu 5 membres fondateurs, on nous montre une photo, ils sont 6. Le 6ème a l'air d'être hyper vénère et un autre a l'air d'être hyper vénère aussi à cause d'un truc qui s'est passé dans le passé. On va nous montrer c'est quoi, je pense que ça va être épique. Surtout que là, la photo, franchement, la petite photo, ils sont tous on va prendre une photo, ils sont en tenue comme Manjikai. C'était stylé, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, franchement, Tokyo Revenger, super titre.
Demon Slayer, tome 5 et 6, donc ce tome 5, c'est le gros de l'arc de la montagne avec le démon araignée, et donc le tome 6, c'est la fin de la saison 1, là quasiment, ils n'ont pas encore pris le train, mais c'est quasiment le prochain chapitre, hein. Là c'est vraiment, là c'est le gros de la série, ça y est, la saison 1 de Demon Slayer est conclue en manga, donc le prochain tome va adapter des choses qu'on n'a pas encore vu en animé, que j'ai lu en manga il y a un an de cela. L'arc du train, j'ai des bons souvenirs, il est quand même super bien, avec un putain de combat contre un démon qui est très classe. Voilà, franchement, c'est super cool. Alors, un gros tome de baston pour le tome 5, et un tome plus axé, on va dire, on nous présente les méchants, on nous présente les grands gentils. En gros, on nous présente un peu les grands holos, les 10, là, comment ils s'appellent, les espadas, et on nous présente les capitaines de division de Bleach. Parce que franchement, il faut faire un parallèle avec Bleach, avec Demon Slayer. Et ensuite, gros phase d'entraînement, parce qu'ils sont quand même fait rouler dessus par le 11e, voilà, on va dire s'il y avait 11 espadas, 12 espadas, ils ont affronté le 11e, et ils ont chié contre lui. Donc voilà, c'est ça un peu qu'on nous dit, ouais, vous avez affronté le 11e, vous êtes chié dessus, donc Tanjiro et ses deux potes, là où les capitaines de division, donc eux deux, ils y sont allés, et maintenant le slip, c'était trop facile. Donc j'ai hâte de lire la suite, parce que je sais que ça va être des combats épiques, surtout que là, en plus, alors sans trop spoiler, la série va commencer à mettre en avant chacun des capitaines, enfin chacun des piliers de l'organisation des pourfendeurs de démons. Et franchement, ils vont tous avoir un petit développement parce que chacun va avoir son arc à lui. Là où dans Bleach, il n'y avait pas d'arc pour le capitaine de la première division, deuxième, troisième. Il y en avait certains qui étaient développés et d'autres un peu moins. Et c'est un pendant là, on va avoir un arc par capitaine qui vont tous être développés. Ça va être trop bien. Franchement, là, on arrive dans le très très bon de Demon Slayer. My Hero Academia tome 22. Bon, bah, c'est un tome qui est pas mauvais en soi, mais c'est juste un tome baston. Voilà, on est dans un arc tournoi arc baston, donc ben c'est ce que c'est, un tome tournoi arc baston, donc c'est sympathique. Voilà, on a des petits combats intéressants, mais bah voilà, j'avais vite envie que le tome se termine et passer à autre chose parce que c'est vite relou quoi. Alors en animé ça risque d'être hyper épique parce qu'on va avoir de la grosse baston entre entre la seconde A et B. En plus on découvre des élèves de la seconde A, la seconde B qui ont des pouvoirs qu'on connaissait pas parce qu'on les a jamais vus. Même dans l'arc tournant on les avait pas vus. Notamment la fille qui est censée être la meilleure de leur classe, qui a été comme Shoto été choisie par admission, par dossier. Et finalement bah son pouvoir est Osef, hein, parce que franchement j'ai pas trouvé qu'elle avait un pouvoir si épique que ça, se diviser en 50 parties, bon elle a le pouvoir de Baggy quoi. Ouais bah voilà c'est tout. Alors on s'en sert mieux que Baggy, ça c'est sûr et certain, mais j'ai pas trouvé genre ouais, il m'attendait un truc de ouf. En plus quand je vois son apparence, je vois avec un costume écailleux, je dis oh on me dit pas que c'est une fille dragon, une fille dinosaure, hein, ça serait épique. Non c'est juste une fille qui se dévise et le costume d'écaille c'est parce qu'elle se dévise comme un lézard. Ouais, bon, bah, c'est tout. Bah. En plus, ça fait pas long feu, donc en plus, c'est même pas un adversaire de taille en fait. Ça aurait été un adversaire de taille, je dis pas, mais là, hyper inutile, franchement. J'attendais vraiment que l'arc suivant et le tome amorce une sorte de pseudo-arc suivant parce que Izuku perd le contrôle de ses pouvoirs et il y a l'air d'avoir un peu un délire comme, alors ceux qui connaissent Reborn, le passage où Tsuna rencontre tous les anciens parrains de la famille Mongola. J'ai l'impression que la série part dans un délire où Izuku va rencontrer les anciens porteurs de son pouvoir. À voir ce que ça va donner dans le prochain tome. Je suis curieux, mais en tout cas, le tome, bon, il est sympathique, mais pas inoubliable. Voilà, franchement, il est plutôt inoubliable. Pas inoubliable, si, il est inoubliable en fait, hein, parce que franchement, c'est un arc baston sympathique, mais voilà, sans plus quoi. Franchement, c'est pas celui qui m'aura le plus marqué de toute la série. Tsugumi Project tome 3, alors c'est un tome qui est très intéressant parce que, alors, il se passe pas des masses de choses en fait, bon si il se passe quand même pas mal de choses, mais en fait c'est un tome où on nous montre un peu plus l'écosystème du Japon tel qu'il est après les événements qu'il y a eu avant le tome 1 et dans l'univers de cette série. On nous montre bah, qu'il y a une sorte de gorille qui a l'air de parler, qui discute avec Tsugumi, qui ont l'air de se connaître et qui ont l'air d'avoir une rivalité, en plus amoureuse autour de Léon. Voilà, on nous montre un peu la faune aussi, et surtout, bah, il y a l'air d'avoir déjà il y a un personnage qui fait du troc, qui fait des échanges, donc il y a l'air d'avoir une civilisation qui existe. J'ai hâte de voir la suite, parce que là j'ai l'impression que l'auteur est en train de placer le fait que le Japon a survécu, qu'il y a des gens qui existent, il y a encore des petits peuples à droite à gauche, à voir. Là en tout cas je suis très intrigué, là j'avoue que plus ça avance plus je suis intrigué, et bon, toujours l'auteur, franchement les décors ils sont incroyables, je surkiffe ce qu'il fait. Donc Tsugumi Project, je vous invite à lire, c'est super intéressant comme manga post-apo.
voilà. Franchement très intéressant, j'aime beaucoup. Le passage de Tora aussi, alors il est un peu entré dans ce tome-là, c'est plus Tsugumi qui en avant avec sa pseudo-romance avec Léon, qui est très malvenue. Parce que bon, alors, ok, peut-être qu'elle a 200 ans, mais ben, elle a l'apparence d'une gamine de 8 ans, quoi. Tu vois, la voix, elle est un peu en mode jalouse d'une vieille gorille qui est même pas amoureuse de Léon, et est en train de dire, mais attends, faut pas venir avec elle, hein. J'étais un peu... Ouais, qu'est-ce que tu veux raconter, l'auteur? Mais sinon, c'est super intéressant, voilà, c'est Tsugumi Project, j'aime beaucoup. Et on va finir avec le 8e tome de Beastars, un tome, en plus, sélection officielle Angoulême, donc déjà, en termes de gage de qualité pour la BD, et quand je dis la BD, j'englobe la bande dessinée franco-belge, le manga et le comics, bah franchement, c'est super agréable de voir un manga sélectionné pour Angoulême. Est-ce qu'il va gagner? Je ne sais pas, mais j'avoue que le style un petit peu... Enfin, l'aspect des personnages anthropomorphes à la Black Sad va peut-être attirer le public, avec en plus un découpage assez intéressant, le tramage assez intéressant. J'espère vraiment qu'il ira à Angoulême et qu'il sera récompensé. Ça serait vraiment un honneur qu'un auteur japonais moderne soit récompensé. Je suis très content pour l'auteur de Dragon Ball, d'Akira qui lui n'a pas eu, et Rumiko Takahashi qui l'ont eu, mais j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu le côté doudou qui était derrière. C'était genre, c'est les auteurs de notre enfance, on les récompense parce que Dragon Ball c'est le Kokoro, parce que Ranma c'est le Kokoro, parce que Akira c'est le Kokoro. La Beastars c'est une série récente, donc ça serait vraiment super bien qu'un mangaka moderne soit récompensé à Angoulême. Ça serait vraiment un gage de qualité et d'avancée, parce qu'Angoulême parque encore un petit peu le manga, c'est ouais, ça existe, mais on veut pas le voir. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, le tome est très intéressant. On a le personnage de Louis qui rencontre une stripteaseuse. Alors, avec un passage... le manga au Japon est un shonen. Ça avait fait un peu grand bruit comme quoi c'était un seinen en France. Il y a un passage dans ce tome-là où un personnage fait une fellation à un ours. Alors, c'est pas montré, mais tu vois une fille qui est à quatre pattes, enfin à genoux, tu vois que sa tête arrive plus ou moins au niveau de l'entrejambe, et que le mec a sa main sur sa tête, et il dit « Ouais, tu me fais du bien ». T'as pas besoin de voir la scène, hein, tu sais très bien ce qui se passe, donc je me demande comment ça passe au Japon. Parce qu'un shonen, toi, tu dis, c'est quand même ciblé jeune. Là, non, c'est pas jeune, quoi. En plus, alors, il y a aussi un passage avec nos deux personnages principaux qui parlent de mariage. Enfin, surtout Legoshi qui parle de mariage. C'est intéressant. Il parle du mariage interespèce qui est pas encore bien vu. Donc, ça fait écho au mariage, on va dire, entre blanc et noir dans les années très lointaines aux États-Unis, où un noir, ça reste avec des noirs, les blancs avec les blancs. Vous n'avez pas le droit de vous parler. Rosa Parks, voilà, tout le monde connaît. Je sais pas si c'est... Si, je pense que c'est fait exprès, mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, et j'espère que la mangaka va aborder ces histoires de mariage interespèce, que c'est mal vu par la société, etc., etc. Ça serait très, très intéressant. On a, alors, Legoshi, alors, franchement, c'est aussi hyper intéressant. Il essaie de vaincre ses pulsions meurtrières, et avec un entraînement assez intéressant, où il arrive à... il bat plus avec sa mâchoire, mais avec ses poings, enfin, voilà, franchement, super intéressant, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de Louis. Donc avec la stripteaseuse qui fait des fellations, et il retrouve son père, et il est en mode mafiosi. Franchement, Beastars, c'est super bien. Lisez, franchement. J'ai pas vu l'animé, j'ai vu l'opening qui déchire sa race. J'ai vu l'épisode 1, j'étais pas hyper convaincu par la CG, mais l'opening était une dinguerie monumentale. Beastars, franchement, à lire. Donc voilà, c'était mes lectures. Donc comme d'hab, likez, commentez, partagez la vidéo. En description, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.